Salut Kevin. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Kevin, tu es sociologue et tu es le directeur scientifique d'un collectif qui s'appelle Démocratiser la politique. Un collectif avec beaucoup de militants, beaucoup de scientifiques. Et vous avez sorti un rapport le 12 septembre dernier qui s'appelle « Tous les mêmes ». Point d'interrogation, portrait social de la France politique de 2002 à nos jours. C'est un rapport assez épais, ça fait 150 pages, sur lequel vous revenez sur les raisons et les voies et moyens pour améliorer cette réalité de l'absence des classes populaires, en gros, dans le monde politique, dans les rouages de la politique. Et il y en a de moins en moins, plus on monte dans la hiérarchie, entre guillemets, politique. On va revenir sur les différents points importants qui sont présents et décortiqués dans votre rapport. Mais d'abord, c'est quoi votre collectif? C'est quoi le but? C'est quoi les tenants et les aboutissants de ce truc? C'est un peu original, en fait, de voir que ce mélange, cet aréopage avec à la fois des militants de terrain, des scientifiques, etc. On se dit, mais pourquoi vous avez fait ça? C'est une bonne question. Le collectif Démocratiser la politique, donc c'est d'abord le cœur du collectif, c'est 42 militants et militantes issus de classes populaires urbaines et rurales qui ont toutes et tous fait le constat par l'expérience, alors expérience électorale, partisane, mais aussi associative ou syndicale, y compris venus de divers partis ou en dehors des partis politiques, mais en tout cas qu'on fait l'expérience de, pour le dire vite, se faire douiller par le monde politique. C'est-à-dire quand on mène des combats ou lorsqu'on essaye justement de s'insérer dans des listes électorales et accéder à du pouvoir pour défendre ses intérêts, on fait souvent le constat quand on est issu de classe populaire qu'il y a un plafond de verre qui s'exerce sur nous. Et en fait, ces dernières années, ça a été un petit peu, d'ailleurs, certains médias avaient commencé à le commenter, cette constante revendication de la gauche de vouloir, je mets des guillemets, reconquérir la classe populaire. Et en fait, sur le terrain, dès que des gens veulent s'engager, et ils sont nombreuses et nombreux, en fait, systématiquement, il y a une entrave extrêmement forte pour l'accès au pouvoir politique. Et donc, il y a une jonction comme ça entre des chercheurs et des chercheuses, des militants et des militantes pour se dire non plus à la fin du projet pourquoi est-ce qu'on se fait douiller par le pouvoir politique, mais en fait pourquoi est-ce que les classes supérieures continuent de préempter et pourquoi est-ce que cette préemption du pouvoir politique s'accélère avec le temps, et même, c'est une des grandes conclusions de ce rapport, cette préemption du pouvoir politique s'étend à tous les niveaux de pouvoir, y compris dans les plus petites communes. Donc on a travaillé pendant 3 ans avec des méthodes de recherche collaborative pour analyser nos expériences de terrain, donc on repart vraiment d'expérience à la première personne, et on est allé chercher une base de données inédite, construire une base de données inédite à partir de données officielles qui n'avaient pas encore été exploitées à un niveau exhaustif et national. Et sur 23 ans, on a regardé en fait quelles étaient les professions des candidats et candidates aux élections. Donc de manière exhaustive, toutes les candidates et tous les candidats aux élections depuis 2002 et les élus évidemment pour recartographier la hiérarchie du pouvoir et la géographie du pouvoir et se rendre compte que oui, les classes supérieures préemptent le pouvoir politique de manière stratégique et empêchent l'émergence d'une voix populaire en politique. Alors, commençons par le commencement. À quoi ressemble ce monde politique selon les profils sociologiques des gens qui le font vivre, et en quoi il y a une distorsion par rapport à la représentation de ces profils politiques dans la France tout entière? Alors, la première chose, c'est que pour prendre une focale très large, ce monde politique, il est fait d'un engagement extrêmement massif. Et ça a été une des surprises, nous, notre recherche, c'est qu'en créant cette base de données, donc entre guillemets, en comptant vraiment le nombre de personnes qui avaient candidaté à une élection depuis 2002, notre grande surprise, c'est qu'on a atteint un chiffre de 2,17 millions de personnes qui ont candidaté au moins une fois à une élection depuis 2002, donc en 23 ans. Ce chiffre, il est massif. Déjà, il tord une idée reçue qui serait que les Françaises et les Français ne s'engagent pas. En fait, non, les Françaises et les Français s'engagent, y compris politiquement, alors que très franchement, c'est un peu contre-intuitif lorsqu'on regarde BFM Télé et qu'on regarde la façon dont la vie politique est présentée au niveau national. On pourrait se dire que les gens sont dégoûtés, ne veulent plus s'engager électoralement, participer à une élection, ou y compris au niveau le plus local, s'engager électoralement, se mettre sur une liste, c'est prendre le risque d'une répression administrative. C'est vraiment des cas qu'on a pu observer de le maire élu qui refuse un permis de construire parce que tu t'es opposé à lui aux précédentes élections. Donc il y a plein de bonnes raisons en fait, pour ne pas candidater, tout
tout comme il y a des bonnes raisons pour ne pas aller voter d'ailleurs, mais finalement les gens s'engagent dès qu'on leur laisse la possibilité de le faire. Et parmi ces personnes-là, ces 2,17 millions de personnes, l'autre constat qui est surprenant, c'est que cet espace d'engagement électoral, donc qui est aussi beaucoup composé évidemment de candidatures dans les petites communes rurales, spécificité française du nombre de communes très important, plus de 35 000 communes en France, 30% de ces personnes-là, en moyenne sur les 20 dernières années, font partie des classes populaires, donc des ouvriers, des employés, des petits agriculteurs, des personnes précaires. Et ça, c'est énorme aussi, c'est 30% dans ces candidats et candidates, contre 34% dans la population française active sur la même période. Donc en fait, on se dit non seulement les gens s'engagent massivement, mais en plus, c'est des gens comme nous qui s'engagent massivement. Et pourtant, il y a une distorsion extrêmement forte. Nous, on a construit un escalier du pouvoir qui montre à chaque étape du pouvoir politique, de la candidature jusqu'au pouvoir parlementaire, comment le nombre de personnes des classes populaires se réduit, et à l'inverse, un escalier totalement miroir, comment est-ce que le nombre de classes populaires, la part de classes supérieures, au contraire, s'agrandit et envahit le pouvoir politique. On arrive à la fin à des élections européennes où plus de 80% des élus européens de la délégation française sont issus des classes supérieures, tandis que, par exemple, à l'élection de 2009 aux européennes, il n'y avait plus aucune classe populaire élue au Parlement européen. Et sur les autres élections parlementaires, c'est pareil, et on voit une aggravation dans le temps, avec un tout petit soubresaut très récent sur les législatives, donc à l'Assemblée nationale, avec une petite remontée de 2% en 2012 à 6% en 2022 de classe populaire. Et on a calculé que si on suivait cette trajectoire-là, donc c'est dû au fait que le RN, de manière un petit peu illusionniste, et aussi LFI, ont fait monter des personnes de classe populaire. Mais on a calculé que sur cette trajectoire-là, on attendrait 2096, l'an 2096, pour avoir une représentation des classes populaires à hauteur de ce qu'elles sont dans la société. Donc on voit que ça s'aggrave au niveau national, malgré le fait que pourtant les gens sont prêts à s'engager électoralement et qu'on pourrait créer des canaux d'accès au pouvoir. Les partis pourraient le faire, mais ne le font pas, parce qu'au sein des partis, il y a des classes supérieures qui continuent de s'approprier le pouvoir. Donc là, tu viens de mettre le doigt sur un des nœuds du problème que vous présentez dans le rapport. Ce sont les partis. Ce sont les partis qui, de façon plus ou moins consciente, empêchent l'élection, la possibilité que soient élus des gens issus des catégories populaires. C'est ça ? Oui, tout à fait. Les partis politiques et d'ailleurs l'ensemble des partis politiques. Notre travail, il a vraiment été à l'image de notre collectif qui est transpartisan, où il y a des personnes de gauche, de droite, de tous les partis, des personnes hors parti. On s'est intéressé dans ce rapport justement à étudier les dynamiques, les structures de la sélection sociale, de cette discrimination sociale en politique dans l'ensemble des partis politiques. Et là, on voit que les dynamiques sont similaires partout. Alors, il y a des niveaux de sélection qui sont plus ou moins puissants selon les types d'élections, selon les types de partis. On voit des variations. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire aussi que tout ça n'est pas inaliénable, tout ça n'est pas constant, tout ça peut changer, du coup. Mais par contre, on voit que, par exemple, les classes populaires sont 10 fois plus sélectionnées dans le champ politique lorsqu'on est à gauche et on monte à 16 fois plus à droite. Donc, on a une différence nette, mais pourtant les deux forces politiques, droite et gauche, enfin ces deux segments politiques, sont sélectifs énormément. On est sur 10 fois plus au RN aussi, donc le RN ne fait pas mieux que le reste du champ politique. Et ensuite, sur les raisons de ça, tu disais plus ou moins conscientes, il y a clairement des tirs de barrage, y compris, on l'a vu lorsqu'on a commencé à interpeller les partis politiques dès cet été, on a une forme de déni, très clairement, du problème, y compris parfois avec de la bonne foi, c'est-à-dire de dire oui, on sait que c'est un problème, on sait qu'il faudrait instaurer ce que nous on appelle la parité sociale. Beaucoup de parlementaires et de chefs de partis de gauche ont signé notre appel cet été, par exemple, dans ce sens-là, qui a été publié dans Le Monde fin juillet. Mais lorsqu'on arrive concrètement à ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour ça, on a souvent cette réponse de dire non, mais c'est parce que les gens ne s'engagent pas, en fait, ils ont peur de s'engager. Ben non, en fait, justement, nous, c'est le premier constat qu'on fait, c'est non, ce que je disais tout à l'heure, plus de 2 millions de personnes qui sont engagées, assez plus ou moins représentatives de la population française, les gens s'engagent, et ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place des mécanismes pour empêcher les classes supérieures de mettre des obstacles. Et là, quand on arrive à ça, c'est un peu plus compliqué, et parfois, y compris au niveau de certaines formes de notabilité locale, il y a vraiment des mécanismes d'exclusion, de discrimination sociale directe qui peuvent s'exercer,
qui finissent en gros par soit dégoûter les gens, créer de l'autocensure, ou soit tout simplement les mettre à la fin des listes électorales pour éviter qu'elles soient en position éligible, alors que ces gens-là sont disponibles pour être élus. Tu as utilisé le mot de parité sociale, c'est un mot qui revient souvent dans le rapport, c'est un mot que vous utilisez aussi dans les tribunes que vous avez initiées. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? En fait, j'ai toujours un problème avec ce mot parce que parité, on a l'impression que c'est 50-50, tu vois. Qu'il faudrait que, je sais pas moi, les catégories moyennes et populaires, elles soient à 50%, et puis les catégories socio-professionnelles supérieures, elles soient à 50%. Alors que je rappelle, et vous le rappelez dans votre rapport, qu'elles ne représentent que 14%, c'est 14% des Français. Donc, excuse-moi, on n'est pas dans la parité. Moi, je suis là, genre, pourquoi on ne dirait pas, qui représente 14% de tous les espaces d'élus, que ce soit dans les conseils municipaux ou au Parlement, et puis qui laisse, du coup, 85% aux catégories moyennes et populaires. Est-ce que ça, vous appelez ça aussi de la parité? Oui, alors évidemment, la parité sociale, c'est pas au sens du 50-50 comme pour la parité de genre. C'est un terme qu'on reprend à la fois du mouvement féministe, évidemment, qui est le premier à avoir contesté justement les structures du pouvoir politique et l'inégalité de représentation en politique. Ça a été des combats passionnants, on peut les faire remonter jusqu'aux suffragettes, qui ont montré que c'était possible de casser cet universalisme républicain où on ne verrait pas les appartenances de genre ou sociales, voire même ethno-raciales des gens, et de dire, si, en fait, la représentation politique doit ressembler à la population. Donc c'est une idée vraiment qui vient du mouvement féministe et qui, à la fin des années 2010, a été reprise sous cette formule de parité sociale par Julia Cagé, qui a posé ce débat, et qui en fait aussi est une histoire longue des luttes pour la représentation populaire. On peut repartir de la création des partis ouvriers au 19e siècle, on peut passer par les luttes de l'immigration des quartiers populaires depuis les années 80, ou même les Gilets jaunes récemment, qui chacun à leur tour ont posé cette question, ce qu'on appelle cette critique sociale de la démocratie. Donc nous on reformule ça en disant, en fait, dans cette longue histoire de la critique sociale de la démocratie, dans cette longue histoire des tentatives d'être mieux représentés en créant des outils de représentation, en mettant aussi en défaut, on se souvient par exemple, les listes citoyennes des quartiers populaires dans les années 80, il y en a plein qui ont émergé, avant les listes citoyennes d'aujourd'hui, elles ont émergé parce que les partis refusaient de faire entrer les militants et militantes des quartiers populaires, pourtant extrêmement actifs et actives, ils refusaient de les faire entrer dans le pouvoir politique. Donc nous on se place vraiment là-dedans et on propose ce concept-là. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? La première chose qu'il veut dire, c'est, en fait, il veut dire accomplir la promesse démocratique qui est celle fondatrice de notre démocratie. On se place vraiment dans l'histoire républicaine, celle de 1789, celle qui disait la représentation par le peuple pour le peuple, dont on trouve encore des traces dans la Constitution actuelle de 1958, qui est pourtant pas la constitution la plus démocratique, clairement, qui soit. Mais à l'article 3, il y a cette petite phrase qui nous dit qu'aucune section du peuple ne peut s'accaparer l'exercice de la souveraineté nationale. Nous, ce qu'on constate, c'est que justement, il y a une section du peuple, les classes supérieures, qui sait accaparer l'exercice de la souveraineté nationale. Donc on se base là-dessus, sur le fait qu'il faut enfin accomplir cette promesse démocratique, parce que plus cette promesse est bafouée, plus la distance au politique, au champ politique, au champ électoral se construit, plus la crise démocratique avance et ça nous fait arriver à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et ensuite on dit il faudrait des mesures très concrètes pour mettre ça en œuvre. Alors on a toute une série de mesures qui vont de l'éducation civique, de la formation, du soutien aux élus, etc. Et puis on a une mesure phare qu'on adresse aux partis politiques dès aujourd'hui, qui peuvent s'appliquer à eux-mêmes et à elles-mêmes, c'est de limiter la place des classes supérieures. Donc limiter la place des classes supérieures, ça veut dire les limiter à hauteur de ce qu'elles sont dans la société. Alors, ça se débat sur le chiffre exact, ça peut se débattre suivant les démographies locales, il n'y a pas de souci là-dessus, mais en tout cas d'auto-limiter la place des classes supérieures à 15, 20, 25% des listes électorales, des investitures législatives, pour laisser justement de la place à ces catégories moyennes et populaires qui veulent s'engager. Donc c'est pas de réfléchir au quota des catégories populaires, parce que le quota c'est toujours du coup il est arrivé par quota, etc. et c'est un truc qui peut être disqualifiant pour les gens. Et parce que le problème en fait c'est pas, comme je disais, l'engagement des gens, c'est les classes supérieures qui font obstacle. Donc on dit les partis pourraient auto-limiter le pouvoir des classes supérieures et ça laisserait la place à construire une trajectoire politique plus intéressante de représentation, une trajectoire qui nous ferait arriver vers une parité sociale qui serait la représentation miroir de la société telle qu'elle est.
Est-ce que ce dont tu parles, ce dont vous parlez, est vrai de façon uniforme sur le territoire français? Je veux dire, est-ce qu'il se passe exactement les mêmes mécanismes dans les zones rurales que dans les agglomérations, que dans les quartiers populaires des grandes villes, ou est-ce qu'il y a des différences quand même entre, je sais pas moi, une zone perdue dans la campagne, sur la représentativité à cet endroit-là des élus, qui soient municipaux ou des députés, des élus de grandes villes? Pas du tout, et justement en faisant cette géographie du pouvoir, en étudiant territoire par territoire la représentation politique, on s'est rendu compte que même si les mécanismes, les tendances étaient les mêmes, ils ne s'appliquaient pas avec la même puissance. Et donc en fait, pour le dire de manière simple, les classes supérieures accélèrent leur préemption du pouvoir, plus on va vers des centres urbains, riches et diplômés. Donc nous, on a construit un indice de représentation qui va être un outil qu'on va mettre en œuvre sur le temps long pour pouvoir observer comment est-ce que la représentation elle s'améliore ou pas. C'est un indice qui nous permet de voir à la fois la part que chaque classe sociale prend parmi les candidats et candidates ou les conseils municipaux ou autres conseils, et à la fois est-ce que chaque classe sociale est en bonne position d'éligibilité ou pas. Et on l'a réappliqué à chaque territoire, à chaque commune. Et ça nous donne une cartographie assez claire dans laquelle il y a une sorte de diagonale, celle que on appelle la diagonale du vide, qui est un mot extrêmement négligent et offensif pour les territoires ruraux, et qui est cette diagonale qui va de la pointe sud-ouest de la France jusqu'au nord-est, jusqu'aux environs de la Belgique, dans laquelle on a des territoires ruraux peu denses, peu riches, peu diplômés. Et en fait, quand on regarde cette diagonale-là, eh bien, les classes supérieures se désintéressent du pouvoir politique. Donc en fait, elles sont moins bien surreprésentées par rapport à leur poids démographique local que, au contraire, dans les territoires urbains, les centres urbains particulièrement, les territoires les plus riches et les plus diplômés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les classes supérieures ne cherchent pas le pouvoir politique de manière univoque, unilatérale dans tous les territoires. Et donc elles vont d'autant plus être en compétition pour prendre ce pouvoir politique, et d'autant plus empêcher les classes populaires et moyennes justement d'avoir de l'espace électoral, qu'elles auront un intérêt économique, symbolique, un intérêt aussi en termes de trajectoire politique qui pourront les amener jusqu'au pouvoir parlementaire, national, ministériel, etc. Et donc c'est inégal. Ça nous dit aussi à l'inverse que dans ces territoires ruraux, ces petites communes, etc., où les obstacles politiques sont moins grands, en fait on a exactement la même diagonale inversée où les classes populaires, elles s'investissent. On les retrouve candidates aux élections, élues, et elles peuvent s'investir parce que les obstacles sont moins forts en face d'elles. Donc cette géographie du pouvoir, elle est intéressante parce qu'elle nous dit que du coup, tout dépend de comment les classes supérieures se comportent, en fait. Et par contre, elle nous permet de faire un autre constat. Donc on a regardé comment est-ce que dans le temps, cette chose-là a évolué. Et là, on a vraiment une alarme. C'est que sur les élections de 2020, et on verra sur celle de 2026, en fait, on a une gentrification du pouvoir politique, une gentrification rurale du pouvoir politique, où, eh bien, y compris dans les petites communes, la dynamique commence à changer. On a des classes supérieures qui, y compris dans les toutes petites communes, sont 1,4 fois mieux représentées qu'elle ne l'était en 2008, et la dynamique inverse au niveau des classes populaires. Donc c'est en train de basculer, et ça veut dire que les classes supérieures, vraiment, on va dire cette, entre guillemets, voracité vers le pouvoir politique des classes supérieures, dans le temps, y compris à des tout petits niveaux de pouvoir, elle s'accélère. Alors moi c'est une critique, enfin plutôt une interrogation que j'ai eue en lisant le rapport, et ça recoupe ce que tu viens de dire à l'instant. C'est que très souvent, notamment quand on regarde les élections municipales dans les territoires ruraux, la plupart des gens qui se présentent dans ces 35 000 communes, c'est des gens qui sont sans étiquette. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'appartiennent pas à des partis. Donc les partis, dans genre un village de, on va dire, 500 habitants, c'est pas lui qui va empêcher le notable, la liste de personnes issues des catégories socio-professionnelles supérieures d'accéder, de ne pas avoir le pouvoir. Je veux dire, c'est pas lui qui va empêcher la parité sociale dans ces territoires-là. Donc, genre, comment se fait en fait cette discrimination par la catégorie socio-professionnelle
puisqu'il n'y a pas le parti qui est engagé dans les territoires de 500 habitants. Alors, tu as raison, les mécanismes de sélection d'éviction au niveau local se font de manière différente dans les mondes urbains et les mondes ruraux. Dans les mondes urbains, on a justement une présence des partis politiques beaucoup plus forte, une présence des états-majors beaucoup plus forte, du pouvoir économique, etc., qui fait qu'on a des mécanismes très sélectifs internes aux partis, qui sont vraiment des mécanismes très sélectifs. Ouais, c'est hyper violent, mais c'est vrai. C'est ça, qui sont extrêmement violents. Dans les territoires ruraux, ça va se jouer à d'autres endroits, mais qui sont des endroits de compétition sociale aussi. Alors, on ne va pas faire le panorama complet, mais pour donner quelques exemples, ça peut être dans des questions de réseau de sociabilité. En fait, on a eu des récits, nous on a fait des ateliers dans des territoires urbains, périurbains et ruraux, et pour justement se raconter quelles étaient nos expériences d'éviction, de murs social qui se posaient à nous. Et les copains et copines des territoires ruraux racontaient que ça peut se jouer tout simplement dans les invitations au barbecue du village, dans les réseaux de sociabilité parentaux autour de l'école, où il y a des petites notabilités locales, plus bourgeoises, puisqu'elles existent dans les territoires ruraux, qui vont organiser l'éviction, le fait de ne pas t'inviter tout simplement à l'endroit où se décide de la liste. Donc on a une compétition qui est partisane, mais qui, en effet, les partis ne sont que des instruments d'accélération d'une compétition qui est sociale avant tout et qu'on peut retrouver partout. Et puis il y a des facteurs plus institutionnels aussi. Je pense par exemple des travaux qui ont étudié ça depuis les années 2000, depuis que la métropolisation a démarré, la création des communautés d'agglos, des métropoles, etc. On a un pouvoir qui est de plus en plus centralisé autour des grandes villes centres, qui du coup, justement les dynamiques des grandes villes, donc très techniques, très institutionnelles, très partisanes, finissent par envahir, y compris la gestion politique institutionnelle des territoires ruraux, et le niveau requis de compétences pour pouvoir participer à la compétition métropolitaine est de plus en plus élevé. Là où c'est extrêmement inégal, c'est que dans les grandes villes, on a des cabinets, des collaborateurs, des collaboratrices, des services techniques qui peuvent accompagner les maires, les élus à leur travail, qui ne sont pas plus compétents parce que c'est des bourgeois et des bourgeoises, par ailleurs, parce qu'en fait, quand on arrive à être élu, tout le monde raconte la même chose, on est perdu, d'où qu'on vienne. Par contre, dans les petits villages, là où justement l'accès au pouvoir politique était encore possible pour les classes populaires, dans les petits villages, on n'a pas ces services techniques-là, et donc on va rendre l'exercice du pouvoir politique d'autant plus compliqué. Donc à la fin, c'est toujours la même chose, c'est que c'est cette dynamique des centres urbains, très partisane, très bourgeoise, qui est en train d'envahir le reste des territoires. Fort de ces constats que vous tirez, vous faites des propositions, vous les faites au début de la première partie, vous faites 10 propositions pour justement avancer vers cette parité sociale. Ça va d'une proposition de réforme constitutionnelle jusqu'à un engagement réel des partis. Quels échos vous avez eu quant à vos propositions? Est-ce que ça a intéressé alors, j'imagine surtout les partis, parce que c'est eux qui siègent à l'Assemblée nationale et au Sénat et qui peuvent faire changer la Constitution. Et c'est eux aussi auxquels vous vous adressez lorsque vous dites engagez-vous et faites monter des gens issus des catégories populaires au lieu de laisser les bourgeois dominer dans les élections. Alors on a eu des retours plutôt très bons, en fait, notamment quand on a proposé à des chefs de parti et des parlementaires de signer notre appel cet été. Donc certains parlementaires se sont engagés justement à travailler sur une réforme constitutionnelle. Donc c'est un travail qui va prendre beaucoup de temps, et puis c'est un combat culturel aussi à mener. Il faut le signaler, on a eu aussi des retours à droite, alors que c'était peut-être moins évident parce qu'il n'y a pas forcément cette culture de la représentation politique, en tout cas de penser en termes de classe sociale sur la représentation politique, mais on a eu des vraies discussions, des vrais échanges avec des dirigeants et dirigeantes politiques de droite. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, là, on passe à une seconde phase de notre plaidoyer qui est d'interpeller directement les listes au niveau local. Et on propose d'ailleurs aux citoyennes et aux citoyens de s'emparer d'outils qu'on va bientôt publier ces prochaines semaines pour pouvoir interpeller localement leurs représentants et représentantes. Tu parles de ça dans la perspective des élections municipales qui auront lieu dans 6 mois. On a une élection municipale dans 6 mois. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, outre les retours politiques, on a beaucoup d'associations, alors des grandes structures nationales, des grandes ONG, des grandes fédérations ou des associations locales qui nous interpellent en disant on veut s'emparer de cette question-là, même si on ne va pas sur le champ électoral, on veut pouvoir interpeller nos listes et les faire changer. Donc là, on construit des outils en ce moment qui nous permettent d'étudier la situation politique locale dans une commune et d'interpeller les listes. Et donc là, on va voir justement est-ce que les listes s'engagent ou pas. Pour l'instant, on a plusieurs listes, pour l'instant plutôt à gauche, qui nous ont contactés, qui nous ont dit « Ok, on est prêt et prête à faire mieux ». Et
y compris ce qu'on leur dit, c'est est-ce que vous êtes prêts et prêtes à faire mieux à toutes les positions d'éligibilité, des gens qui sont tout en haut sur la liste jusqu'aux gens qui seront moins éligibles. Il ne faut pas que la parité sociale s'applique qu'au fin fond des listes, là où les gens ne seront pas élus. Et on a des retours, on a la mairie de Poitiers par exemple, sortante, une liste citoyenne écolo, qui s'est engagée justement à faire mieux pour la parité sociale. Et on espère avoir plusieurs dizaines de listes qui vont s'engager ces prochains temps. Tu dis que c'est des listes plutôt à gauche. En introduction, je ne le savais pas, mais tu as dit, oui, dans notre collectif, il y a des gens de gauche, puis il y a des gens de droite. Est-ce que tu penses que votre rapport, vos propositions, ça peut aussi parler à des gens de droite? Est-ce que vous allez aussi aller vers les gens de droite? Autrement dit, est-ce que le projet que vous portez avec votre collectif, est-ce que c'est un projet de gauche, c'est-à-dire qui est censé aussi construire, participer de la construction du projet de la gauche contre celui de la droite, ou il est totalement apartisan, et puis il pourrait même s'adresser au Rassemblement national, aux Républicains, au MoDem, à Renaissance ou que sais-je? C'est un projet qui est avant tout, comme je disais tout à l'heure, basé sur la promesse démocratique de 1789. Donc c'est quelque chose qui devrait pouvoir être consensuel pour toute personne attachée à la démocratie et toute personne qui nous rejoint sur le fait qu'il faut combattre la discrimination sociale et toute discrimination par ailleurs. On a aussi travaillé, dialogué avec l'Observatoire du validisme par exemple, avec évidemment des militantes féministes. On a aussi dialogué avec des mouvements antiracistes parce que c'est des questions qui se rejoignent. Donc évidemment il y a des valeurs qui sont ancrées très fortement dans la lutte contre la discrimination et dans le projet démocratique. Moi, je pense que des personnes de droite peuvent tout à fait nous rejoindre. Je disais tout à l'heure, on a eu des échanges, y compris avec des dirigeants et dirigeantes politiques nationales sur ces sujets qui sont des gens de droite. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas un sujet qui puisse embrasser un arc politique extrêmement fort. Est-ce qu'aujourd'hui la droite est en capacité de le faire et d'être fidèle à ce projet démocratique? C'est à eux et à elles d'y répondre, je dirais. Là, il y a le Congrès des maires de France cette semaine, par exemple. On attend aussi des retours, y compris peut-être d'ailleurs de petites communes sans étiquette, plutôt que celles de droite, peut-être s'intéresser à ces communes sans étiquette qui ont bien conscience. Les mouvements des Gilets jaunes l'avaient prouvé, il y avait pas mal de gens qui venaient pas nécessairement de la gauche dans ce mouvement-là, mais qui avaient une conscience que cette critique sociale de la démocratie, elle était importante. Sur la question de l'extrême droite, maintenant, c'est différent. C'est le seul parti, justement, qu'on a étudié en tant que tel, dans le rapport. On a fait vraiment un focus sur le Rassemblement national et l'extrême droite. Pourquoi? Parce que le Rassemblement national, l'extrême droite en général, a un projet antidémocratique par définition, un projet qui assume ne pas se placer dans la lignée de cette promesse démocratique de 1789 et de la Révolution française, qui est un projet anti-révolutionnaire par essence dans toute son histoire, et qui pourtant depuis 10-15 ans, le Rassemblement national s'est construit un narratif d'être le premier parti des ouvriers, des classes populaires, etc. Donc on a voulu aller voir en fait si c'était vrai. Eh bien, c'est assez intéressant parce que en fait, quand on regarde les élections d'il y a une quinzaine d'années et les candidatures Rassemblement national, donc à un moment où le Rassemblement national n'est pas du tout proche du pouvoir, où ils sont en train de faire une offensive médiatique et de normalisation, c'est le début de l'ère Marine Le Pen, on a des candidatures à la base assez populaires, en effet, par rapport aux autres. Et par contre, entre il y a 15 ans et maintenant, c'est fulgurant à quel point leurs candidats et candidates se sont embourgeoisés. Plus ils arrivent proches du pouvoir, plus leurs candidatures s'embourgeoisent. C'est 1,5 fois plus de classes supérieures qui sont candidates aux législatives maintenant pour le RN que ça n'était il y a 15 ans, alors qu'on est sur des chiffres qui augmentent aussi, mais de manière beaucoup moins forte pour les autres segments politiques. Donc en fait, ce parti est une arnaque, très clairement, qui s'est servi de ce narratif populaire à un moment donné où de toute façon il n'attirait pas des classes supérieures en son sein. Et aujourd'hui, qu'il commence à s'approcher du pouvoir, les classes supérieures viennent, s'investissent, que ce soit en tant qu'élu ou dans les cabinets, par ailleurs, et c'est un truc qui a été documenté aussi par d'autres chercheurs et chercheuses et des journalistes, ils conservent ce narratif, ils conservent cette image, mais par contre, ils sont en train de très clairement de donner le pouvoir à la bourgeoisie la plus crade en plus, et à celle qui est la plus, encore une fois, contre-révolutionnaire. J'ai une dernière question, Kevin. Je t'ai présenté au début, et c'est écrit sur le bandeau, comme sociologue et directeur scientifique de ce collectif. Comment est-ce que tu dis nous, les catégories populaires, est-ce que être sociologue et être directeur scientifique, tu vois, c'est miscible, c'est aussi appartenir aux catégories populaires?
Non, moi je pense pas que j'allais partir aujourd'hui aux catégories populaires. Par contre, je viens d'un milieu extrêmement populaire. J'ai grandi dans un quartier populaire de centre-ville qui était un quartier assez calme et assez chouette. Mais moi, ma mère était femme de ménage quand je suis né. Donc je suis loyal à l'égard de ma classe d'origine. C'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est pour ça que je le fais de cette manière-là. C'est pour ça que je le fais aussi avec des méthodes de recherche collaborative. Parce que je pense que c'est pas aux sociologues de parler pour les autres. Aujourd'hui, c'est moi qui parle devant la caméra. Mais en fait, on est une quinzaine en ce moment à faire des conférences, des interviews médias pour raconter ce rapport, donc des militants de classe populaire, des chercheurs. On est assez variés, on tient justement à cette coalition. Ce que tu poses comme question, elle pose pour moi deux questions. La première, c'est qui est-ce qu'on devient lorsque on bénéficie d'une ascension sociale? Si je prends mon exemple, j'ai pas de patrimoine, je suis toujours locataire, j'habite toujours dans un quartier populaire, donc même si j'ai beaucoup de diplômes et aujourd'hui un salaire qui est correct et tant mieux pour moi, je reste aussi précaire. Donc je sais que je peux toujours être, même si je suis ce qu'on appelle un transclasse, je peux toujours rechuter très vite. Donc j'ai toujours un intérêt commun en fait avec la classe sociale d'où je viens, quoi. La deuxième question que ça pose, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite lorsqu'on appartient à ces catégories un peu diplômées, etc. À mon avis, on met notre savoir au service de là d'où on vient, on construit des coalitions telles qu'on l'a fait. Et aujourd'hui, je pense que par exemple, on a des personnes qui sont transclasses, qui candidatent aux élections, qui peuvent être des pionniers et des pionnières de ce qui peut advenir une parité sociale. Pourquoi? Pas parce que c'est des gens qui continuent à exercer le métier d'ouvrier, d'employé, de petit artisan, etc. Mais parce que en fait, et on l'a étudié d'ailleurs dans notre rapport, dans beaucoup d'auditions, d'ateliers qu'on a fait, en fait, le stigmate de classe continue à s'exercer sur vous parce que vous ne portez pas les bons habits, vous n'avez pas les bons mots. Il peut se doubler d'un stigmate racial, évidemment. Et donc, première chose, c'est que vous êtes toujours confronté à cette stigmatisation sociale. Vous pouvez être aussi des gens qui, à l'intérieur, allaient lutter pour ça. Mais il faut le penser en termes de comment est-ce qu'on prépare le terrain pour déconstruire le pouvoir politique tel qu'il est, qu'il soit classiste, patriarcal, raciste, etc. Et comment est-ce que ça peut ouvrir la porte ensuite à d'autres engagements et d'autres accès au pouvoir politique. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Pablo.